Bon, bonjour à tous. Bonjour à tous. Frédéric, Génichon, donc il doit normalement s'afficher devant vous, délégué général donc de la SREC Centre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à chacun, pour des règles de bon fonctionnement, de couper, de désactiver vos micros. C'est une règle impérative. Pendant toute la première partie, de manière à ce que chacun puisse profiter. Ce ne sera pas la peine de se dire bonjour les uns avec les autres, parce que là, on va être entre 100 et 200 participants donc à la visioconférence. Alors évidemment, ça donne une cacophonie que nous ne souhaitons pas, bien sûr, pour le bien fondé donc de la visioconférence, telle qu'elle est. Alors, merci à chacun, quoique un peu obligé. J'entends chez vous. Alors, je recommence. Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Voilà. Merci. Donc, cette visioconférence a pour thème l'organisation de la reprise de l'activité, et comme vous le savez, donc à compter donc du lundi 11 septembre, j'ai presque envie de dire si tout va bien, parce que bien sûr, il n'est pas exclu que si des indicateurs donc qui ne convenaient pas donc d'un point de vue sanitaire, tout cela soit reporté. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on joue aujourd'hui. Aujourd'hui, la mission qui va être dévolue donc au service de la SREC, c'est de vous donner les éléments d'éclairage juridique qui permettent aux chefs d'établissement et à ceux qui les entourent la compréhension des éléments juridiques qui permettent et qui sont obligatoires dans le cadre de la reprise de l'activité à compter donc de lundi 11 mai, et non pas septembre. Vous aurez donc en préambule, en première partie, donc Elisabeth Bouvier-Muller, que je représente à tous, qui est la responsable du service juridique de la SREC, qui donc présentera donc tout le cadre juridique de cette reprise. Elle sera épaulée par Mervé Pusculu, qui est juriste donc au sein donc de la SREC. Et en dernière partie, vous aurez donc Laurence Fleury, qui vous proposera donc un certain nombre donc de formations qu'on a déjà pré-identifiées et qui permettent dès demain, si je puis dire, aux personnes qui sont en charge du nettoyage de l'établissement, donc de se former pour être prêts pour le 11 septembre. À cela, et on vous le redira, la FNOGEC et le collège employeur travaillent à l'établissement d'un document qu'est le DUR, le document unique d'évaluation des risques, et y compris donc des formations spécifiques. Mais la problématique, c'est que le temps que vous ayez ces éléments-là, ils n'arriveront sans doute que jeudi. Vendredi, c'est férié, la rentrée, c'est lundi. Donc nous, on vous propose de ne pas attendre. On vous donne déjà des éléments qui vous permettent de travailler dans le cadre de cette reprise. Voilà, alors, on va rentrer dans le sujet. On a 1h30 ensemble. D'abord, donc encore une fois, Elisabeth qui intervient. Ensuite, il sera possible de poser donc des questions, comme c'est indiqué dans la diapositive là, sur la boîte contact. S'il vous plaît, coupez vos micros. S'il vous plaît, coupez vos micros. Merci. Donc, Elisabeth qui va intervenir pour donc définir donc l'ensemble du cadre juridique. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions sur la boîte contact. Sur la boîte contact, ces questions seront imprimées et données par un collaborateur qui les soumettra donc à Elisabeth en direct. Et en fin de parcours, vous pourrez donc poser vos questions. Si on a un petit temps, posez vos questions donc en direct. Voilà, donc Elisabeth, je vais vous laisser donc prendre la main cette fois-ci et vous présenter et puis démarrer. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc Elisabeth Bouvier-Muller. Donc nous allons être deux à intervenir sur la partie plus juridique. Donc Mervé Pusculu et moi-même. Donc Mervé, je vous rappelle, remplace Julie Leclerc qui est en congé maternité. Donc alors Mervé Pusculu va intervenir en premier en vous parlant d'un côté plus juridique de l'obligation d'hygiène et de sécurité de l'employeur, ainsi que des risques encourus si l'employeur n'obéit pas entre guillemets à ces règles d'hygiène et de sécurité. Et également les obligations d'hygiène et de sécurité du salarié, puisque tout le monde a des obligations. Et dans un deuxième temps, j'interviendrai plus de façon pratico-pratique sur les instruments et documents utiles aux employeurs pour répondre à ces obligations. Et nous verrons ensemble les différents documents qui sont à notre disposition. Et ensuite, dans un dernier temps, Laurence Fleury nous parlera des formations que nous allons vous proposer pour pouvoir former vos salariés afin de pouvoir redémarrer le 11 mai, comme convenu.
Donc, il va y avoir un petit PowerPoint que vous allez pouvoir suivre, voilà, qui va vous guider pas à pas. Je pense que tout le monde le voit. Il est bien à l'écran, donc je vais laisser la main donc à Mervé Pusculu, voilà, pour la partie plus juridique. À vous, Mervé. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Je suis Mervé Pusculu. Vous m'avez eu en contact pour certains par mail. Je vais fermer ma caméra pendant la présentation, ce sera peut-être plus simple parce que ça peut générer des problèmes de connexion de mon côté. Alors, dans un premier temps, donc, je vais vous parler de l'obligation d'hygiène et de sécurité de l'employeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié une obligation légale de santé et de sécurité qui lui impose de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses collaborateurs et protéger leur santé physique et mentale. Donc, c'est une obligation prévue à l'article L421-1 du Code du travail, qui dispose également dans son tiré 2 que l'employeur doit prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu'un risque professionnel est identifié. Donc ici, le risque en question, c'est bien évidemment malheureusement le coronavirus. En fait, si l'employeur ne respecte pas cette obligation légale de sécurité, il risque plusieurs choses. Nous avons essayé de dégager les principaux risques avec Elisabeth. Et dans un premier temps, je vais vous parler du risque d'engagement de la responsabilité civile et pénale de l'employeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur risque d'engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Donc, il peut voir sa responsabilité engagée pour faute ou pour la négligence ou l'imprudence du fait de son manquement à son obligation de sécurité. Mais il pourrait également voir sa responsabilité pénale engagée pour justement cette faute d'imprudence ou de négligence, ou du fait d'un manquement à une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement. C'est ce que vise l'article 121-3 du Code pénal. Mais en fait, on devrait être plutôt rassuré puisque il n'incombe pas à l'employeur de garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques, mais de les éviter le plus possible. Et dans le cas où ils ne peuvent être évités, les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations gouvernementales, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés. Et donc en fait, il s'agit là d'une obligation de moyens renforcés, comme le dit la jurisprudence depuis 2015, et non une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des mesures de prévention adaptées ont été prises et appliquées par l'employeur, celui-ci pourra s'exonérer de sa responsabilité dans le cas où elle est engagée. Et c'est d'ailleurs ce que nous confirme la position du ministère du Travail le 20 avril 2020, où on nous indique que dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le gouvernement, donc en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Donc Elisabeth reviendra dessus par la suite de toute façon, de façon plus pratique. Ensuite, le deuxième risque que pourrait encourir l'employeur serait de faire face à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pour ce qui est de l'accident du travail, l'établissement de l'origine et la date de contamination par le Covid-19 sont très difficiles à circonstancier. En effet, notre salarié pourrait tout à fait avoir aurait pu être contaminé lors de ses courses, tout simplement, et pas sur son lieu de travail, sachant que la période d'incubation va jusqu'à 14 jours. On ne pourrait pas déterminer donc cette date et cette origine. Et donc, dans cette mesure, la qualification d'accident du travail ne devrait, à notre sens, pas pouvoir être établie. Et dans le cas où cette déclaration s'imposerait à l'employeur, puisque la déclaration d'accident du travail relève des compétences de l'employeur, il appartient à celui-ci d'émettre des réserves quant à l'origine en fait de l'accident du travail. En revanche, pour ce qui est de la maladie professionnelle, une prise en charge d'une victime du Covid-19, qu'il soit un personnel soignant ou non au titre des maladies professionnelles, semble envisageable. Je vous rappelle qu'une maladie professionnelle peut être reconnue comme étant qu'une maladie peut être reconnue comme d'origine professionnelle lorsqu'elle est inscrite dans un tableau
établie par l'institution, ou si elle fait l'objet d'une procédure de reconnaissance. Pour ce qui est de la procédure de reconnaissance, il faudra alors prouver que le travail habituel du salarié est la cause directe et essentielle de la pathologie. Pour la maladie professionnelle, la déclaration se fait par le salarié cette fois-ci et non pas par l'employeur. Mais pour le moment, je vous signale que nous restons dans l'attente de la décision institutionnelle pour la création de tableaux de maladies professionnelles relatifs au Covid. Bien que, vu les annonces récemment qui a été faites, il semblerait que ce soit plus, cette maladie serait plus reconnue pour les soignants que pour les autres types de salariés. Ensuite, l'autre risque qu'un employeur pourrait encourir, c'est l'exercice par son salarié d'un droit d'alerte ou de retrait. Alors, qu'est-ce que le droit d'alerte? Pour rappel, en fait, il s'agit d'un droit accordé à tout salarié de prévenir son employeur s'il pense qu'il se situe dans une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie même, ainsi que de toute défectuosité qu'il pourrait constater sur son lieu de travail. Le droit de retrait, de son côté, en fait, c'est le droit du salarié de se retirer de son travail, encore une fois parce qu'il considère que sa vie ou sa santé encourt un risque grave et imminent. Alors, pour ce qui est du caractère de gravité, on peut considérer que ce caractère peut être retenu pour la contamination par le virus. Néanmoins, le caractère d'imminence est beaucoup plus délicat à mettre en évidence. Nous considérons que dans le contexte actuel, dans la mesure où l'employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail, les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, et qu'il a informé, formé et préparé son personnel, notamment en associant les instances représentatives du personnel et donc les représentants du personnel, le droit de retrait ne saurait être fondé. Enfin, le dernier risque que je pourrais évoquer, c'est la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prise d'acte? Pour rappel, c'est la décision unilatérale du salarié qui décide de rompre définitivement son contrat de travail qui le lie à son employeur. Elle est motivée donc par ce salarié par le fait d'un manquement grave de l'employeur qui l'empêche, selon lui, de poursuivre son contrat de travail. Ici, donc, le manquement considéré, ça serait bien évidemment sur l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur. Ça serait par exemple le cas où il n'aurait pris aucune mesure de protection. Et si un tel manquement est avéré aux yeux du juge, la rupture du contrat aura l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec bien entendu toutes les indemnités qui en découleraient, conformément au barème Macron et à l'ancienneté du salarié. Alors, pour finir mon propos, j'aimerais vous énoncer que le salarié a également une obligation d'hygiène et de sécurité. Donc, chaque salarié doit non seulement prendre soin de sa sécurité et de sa santé, mais aussi de celle de toute autre personne concernée du fait de ses actes et de ses omissions même. Et c'est l'article L422-1 du Code du travail qui le prévoit. Et dans le cas où le salarié ne respecterait pas cette obligation, il peut être sanctionné. Et la sanction peut aller d'un avertissement jusqu'à un licenciement pour faute grave, selon le manquement considéré et la gravité de ce manquement. Et le droit disciplinaire classique s'appliquera, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où le manquement aura été constaté, l'employeur aura 2 mois pour engager la procédure disciplinaire et sanctionner le salarié qui fait défaut à son obligation d'hygiène et de sécurité. Néanmoins, pour finir, j'aimerais juste rappeler que l'obligation de sécurité du salarié, ou plutôt le non-respect de cette obligation de sécurité du salarié, n'exonère pas du tout l'employeur de sa propre responsabilité. Voilà, je vous laisse avec ma collègue Elisabeth Bouvier-Muller et je reste à votre écoute si vous avez des questions sur le sujet. Alors, je rappelle, Voilà. avant qu'Elisabeth prenne la parole, Elisabeth, pour vos questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte donc contact, posez-le donc par mail pour qu'on ait le temps de les préparer, donc de vous répondre en direct, sachant que chacun pourra en profiter.
Voilà, autre information donc importante, une note de ce gars qui était très claire donc là-dessus, c'est bien le chef d'établissement donc qui ouvre l'établissement et qui le ferme, donc c'est bien lui qui est la personne responsable donc pour son ouverture, ce qui nous sera rappelé par Elisabeth. J'ai envie de dire, on peut prendre peur avec ce genre de choses. C'est pas nouveau que chez l'établissement ouvre l'établissement et est en responsabilité donc de manière très importante et élargie dans l'établissement. Donc c'est notre monde actuel nous amène à une nouvelle épreuve. Ceci dit, ils sont normalement très habitués déjà à assumer de telles responsabilités. Voilà. Donc je vais passer donc la main à Elisabeth maintenant, en ayant fait cette transition. Voilà, donc du coup, je reprends la main. Donc, ainsi que vous l'a dit Mervé, donc l'employeur et même le salarié ont des droits et des obligations, et il existe des risques. Mais ce qui est rassurant, c'est la position, donc comme vous l'a dit Mervé, du ministère qui date du 20 avril 2020 au sujet du Covid, disant que l'employeur avait une obligation de moyens renforcés et non une obligation de résultat. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de, vous ne pouvez pas, comment dire, on peut pas vous dire que vous êtes obligé d'empêcher que le salarié attrape le Covid. Par contre, étant donné que c'est une obligation de moyens renforcée, c'est à vous de, comment dire, d'éviter le plus possible, en mettant en place des solutions, enfin en proposant des modes opératoires, et bien vous allez ainsi permettre d'éviter au maximum que, en suivant donc les recommandations du gouvernement, etc., d'éviter que le salarié puisse attraper ce Covid. Donc, quels sont les moyens que l'on demande aux employeurs, donc à vous qui allez rouvrir vos établissements? C'est de mettre en place le document unique d'évaluation des risques. Il existe déjà, mais c'est de l'améliorer. On va voir ça ensemble. Ensuite, on va voir qu'il vaut mieux annexer ceci au règlement intérieur et également faire une note de service. Plus on évalue les risques, plus on essaie de mettre en place des moyens et plus on communique, c'est très important auprès des salariés, et bien plus on répond à cette obligation de moyens renforcés. Et donc nous verrons également, je vous propose une petite lettre de remise de matériel de protection si c'est le cas pour votre établissement, et on parlera de l'information auprès des salariés, et Laurence Fleury vous parlera de la formation également des salariés sur ce sujet. Alors, le document unique d'évaluation des risques, un petit rappel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un document qui existe déjà depuis pas mal d'années, c'est-à-dire que tout chef d'entreprise, à partir du moment où il a un salarié, eh bien, il est obligé d'établir un document unique de sécurité. Tout employeur, donc, chaque année, doit le remettre à jour et doit l'obligation d'évaluer régulièrement les risques professionnels au sein de son entreprise et l'incidence que ça peut avoir sur la santé et la sécurité des salariés. On en a parlé régulièrement dans nos newsletters. Et il doit également nommer un chargé de prévention, quelqu'un qui est un petit peu plus responsable par rapport à ce document unique et la sécurité des salariés. Donc, l'employeur doit écrire tout ça dans ce document qui s'appelle DUER, document unique d'évaluation des risques. Donc, dans le contexte du Covid, cette évaluation doit être renouvelée en raison donc de l'épidémie, donc le but c'est de réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail et à l'occasion du travail. Donc là, vos établissements vont rouvrir et il s'agit, vous le savez déjà, il y a beaucoup de documents qui sont sortis sur ce sujet, il s'agit de mettre en place des protocoles pour éviter justement que les salariés ne soient contaminés par le Covid-19. Donc il faut anticiper et noter tout ça dans ce document unique d'évaluation des risques, DUR, et vous devez faire une évaluation de votre établissement et voir comment organiser la rentrée, la reprise d'activité afin d'éviter ces risques. Donc réorganiser éventuellement le travail, donc nous allons voir ça de façon plus précise, et cette évaluation doit être bien notée dans le document unique des risques. Donc, il faut bien l'actualiser. Voilà, on doit y faire figurer les risques de contamination au coronavirus, les situations à risque de son établissement, les unités, tout ça, unité de travail par unité de travail, et puis salarié par salarié, et voir les mesures de prévention qui sont mises en œuvre par rapport à cela. Donc, ce qui est important, on en reparlera tout à l'heure, c'est de travailler en lien avec les représentants du personnel.
Voilà, avec le CSE. C'est très important, il faut actualiser ce DUR et en parler avec les représentants du personnel. Donc il faut dans un premier temps identifier les situations de travail dans lesquelles les conditions de transmission du Covid sont réunies et évaluer l'importance du risque pour chacune de ces situations. C'est-à-dire qu'à la limite, vous commencez par, vous dites, voilà, mes salariés arrivent par une porte d'entrée, est-ce qu'il ne faut pas mettre du gel juste à côté, ensuite chacun va à son poste de travail, est-ce que on peut se croiser? Si on lit toutes sortes de documents officiels, on nous dit qu'il faut 1 mètre carré par salarié, donc est-ce que les bureaux ne sont pas trop surchargés? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de se positionner différemment? Alors déjà, une première solution dans l'immédiat, ça serait de continuer, si l'établissement n'est pas très grand, continuer à faire travailler en télétravail certains salariés pour lesquels c'est possible. Donc voilà, il faut déjà commencer par évaluer un petit peu la situation. Ensuite, prendre des mesures de protection pour prévenir ce risque de transmission. Donc on peut voir ça en matière de gestion de l'espace individuel. C'est-à-dire, comme je vous le disais, voir voilà, dans chaque espace de travail comment répartir les salariés. Alors il y a des espaces communs également, là où les salariés se rencontrent, comment mettre en place les règles de distanciation sociale, éventuellement faire un plan de circulation. Tout ça, c'est très ça sera différent suivant les établissements, en fait. C'est propre à chaque entreprise. Également la gestion du temps, c'est-à-dire qu'en effet, s'il y a trop de personnes en même temps, on peut adapter les horaires de travail, éviter que tout le monde se retrouve au même endroit en même temps. Donc voilà, il faut faire fonctionner son imagination et mettre en place des mesures concrètes. Donc voilà, et en mettant en place un protocole, en fait, vraiment. Alors pourquoi pas mettre des masques à disposition, surtout que les enseignants, je crois, seront obligés d'en avoir, du gel hydroalcoolique, voilà, prévoir la désinfection des locaux. Tout ça, ce sont des pratiques qui sont indispensables pour réouvrir l'établissement. Dans ce document unique d'évaluation des risques, donc c'est mettre en œuvre des mesures d'information des salariés, c'est-à-dire prévoir par exemple des petites affichettes qui vont rappeler tout ce que vous allez mettre en place. À tout moment, le salarié doit être informé, prévoir sans doute une réunion d'information le jour de la reprise du travail, et également former les salariés, c'est-à-dire par exemple si vous distribuez des masques, eh bien comment mettre son masque. Si vous avez des salariés qui viennent faire le ménage va être fait vraiment régulièrement, encore plus qu'en temps ordinaire, eh bien former ces salariés justement à ce nettoyage, voire la désinfection, si vous avez accueilli dans votre établissement des enfants de personnel soignant. Donc voilà, c'est ce que je disais également, prendre des mesures spécifiques et renforcées de nettoyage, désinfection des locaux, des postes de travail. Et donc voilà, c'est toutes sortes de procédures que vous devez noter, donc étudier, répertorier et noter dans le document unique d'évaluation des risques. Alors, une fois que vous avez fait ce document unique d'évaluation des risques, ce qui serait intéressant, ça serait d'actualiser votre règlement intérieur, si vous en avez un. Voilà, donc ça serait nécessaire, c'est pas très compliqué, vous annexez à ce règlement intérieur ces mesures de prévention. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? On va voir ça tout à l'heure. Alors, si vous n'en avez pas, et même si vous avez un règlement intérieur, il serait bon de faire une note de service à l'ensemble des salariés, qui peut être également affichée, et vous vous appuyez donc sur les éléments qui sont notés dans le document unique d'évaluation des risques, ainsi de rappeler à chaque salarié les gestes barrières, les règles de distanciation sociale que vous avez mises en place, les mesures d'hygiène, lavage des mains, etc. Tout ce qui a été prévu pour vous, limiter les réunions, ou alors chacun se positionne assez loin les uns des autres. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire cette note de service, de le mettre dans le règlement intérieur? Et bien tout simplement parce que à ce moment-là, ça vous permet vis-à-vis de vos salariés en tant qu'employeur d'instaurer des obligations temporaires. Voilà, des obligations temporaires, c'est-à-dire que l'intérêt, ces obligations seront obligatoires à l'ensemble des salariés et elles seront opposables aux salariés. C'est-à-dire que tout manquement de la part des salariés à ce que vous avez prévu comme protocole, eh bien, ça pourra être l'objet d'une sanction disciplinaire si les salariés ne respectent pas ce protocole.
Donc, le but, c'est pas de sanctionner vos salariés, mais c'est vraiment de mettre en place quelque chose comment dire, qui est important et de bien faire en sorte que ce soit très formel, formalisé et que chacun se sente obligé de le respecter et prenne vraiment en compte tout ce qui a été dit et le mettre en application pour responsabiliser tout le monde. Et voilà, bon, et le but, c'est également que ce soit opposable aux salariés. Donc, notre conseil pour la note de service, etc., c'est également de consulter le CSE, puisque le CSE, vous l'avez consulté pour mettre en place les représentants du personnel, pour mettre en place la DUER, eh bien, vous continuez avec la note de service ou le règlement intérieur, ce qui fait que le CSE, les représentants du personnel ayant participé à ces documents, se sera impliqué et du coup, ça sera un petit peu ils se porteront un petit peu garant vis-à-vis des autres salariés parce que eux-mêmes vous auront aidé à mettre en place ce règlement intérieur et en même temps, ils pourront en parler aux autres salariés. Donc voilà, donc c'est formaliser ces mesures et ces obligations, eh bien ça renforce la protection de l'employeur contre le risque de mise en cause de sa responsabilité. Voilà, donc c'est toujours dans le cadre que l'employeur se prémunisse contre sa responsabilité qui pourrait être mise en cause en disant qu'il a manqué son obligation de sécurité. Donc ça peut sembler un peu chronophage de mettre en place ces documents, mais en réalité, ça va vous rendre service. Et de toute façon, vous êtes obligé de mettre en place un protocole, donc autant le formaliser dans ces documents. Voilà, donc c'est pour ça que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le rôle des représentants du personnel. Donc c'est important d'avoir ce dialogue. Donc en ce moment, avec vos représentants du personnel qui pourront même vous aider même à identifier des situations à risque que vous n'auriez pas imaginées, ou vous allez oublier, puisque c'est pas facile de penser à tout. Voilà, ils peuvent avoir ils peuvent vous donner des idées pratiques, ils peuvent vraiment vous aider. Alors comme pour l'instant, on est toujours dans le cadre du confinement, on est toujours confiné chez nous, eh bien ces réunions peuvent être faites en visioconférence, comme en ce moment, nous sommes réunis en visioconférence. Donc ça, c'est important. Alors, quels sont les documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour réaliser tout ce qu'on vous demande? Donc, pour le DUER, Frédéric vous en a parlé tout à l'heure, il y aura la FNOJAC est en train d'en faire avec le cabinet Dictactem. Ils sont en train de prévoir des tas d'aides qui vont nous être proposées spécifiques à nos établissements scolaires. Donc, je pense qu'on aura un DUR demain ou après-demain à vous proposer. Donc, on va vraiment vous communiquer dès que nous l'avons reçu. Ça sera quelque chose de pratico-pratique, vraiment spécifique aux établissements scolaires. Donc, ça vaut la peine d'attendre une journée de plus, mais ça ne vous empêche pas, vous, de commencer à en parler avec vos représentants du personnel et de voir ce qui est important chez vous. Donc, pour sensibiliser les salariés, si vous leur remettez du gel, éventuellement un masque, etc., là, on vous propose un modèle d'attestation de remise des protections. Voilà, c'est pour dire que ces équipements ont été fournis gratuitement par l'entreprise. Et le salarié stipule qu'il est bien informé du port obligatoire ou non. Hein, c'est à vous de moduler par rapport à ce que vous avez prévu. Mais il est bien stipulé qu'il peut y avoir des sanctions de la part de l'employeur si le salarié ne respecte pas ce qui a été prévu. Donc voilà, ça peut être intéressant. Alors, le collège employeur, donc c'est ce que je vous disais, travaille vraiment avec le cabinet Didactem pour préparer cette activité, donc avec le document unique d'évaluation des risques. Il prépare aussi des programmes de formation pour les établissements scolaires, mais c'est pas encore complètement au point. Donc Laurence va vous parler de formations qui existent déjà et auxquelles vous pouvez faire appel. Donc des formations spécifiques évidemment pour la propreté, les gestes préventifs, etc. Il y aura une plateforme d'inscription en ligne prévue par le collège employeur et également le cabinet Didactem met au point des outils de communication dont je vous parlais, des petites affichettes par exemple pour les établissements. Donc tout ça va arriver d'ici un jour ou deux. Et c'est vraiment spécifique aux établissements scolaires. Quels sont les autres supports et aides? Donc, je vous ai mis vous aurez notre petit PowerPoint. Hein. Donc voilà, je vous ai mis des liens. Donc il y a
le lien officiel du gouvernement, en fait, sur les obligations de l'employeur, qui est là. Il y a la Fédération de la propreté qui a élaboré un guide pratique qui peut être intéressant, sur lequel vous pouvez commencer à regarder. Voilà, on étudie, on parle notamment des EPI, c'est équipements de protection individuelle, de mode opératoire de nettoyage, avec des guides pratiques, ça peut être intéressant. Il y a également le SGEC, alors je vais essayer, qui a écrit une dernière note, la note 23, qui est assez intéressante également, qui évoque un peu la réouverture des établissements. Et également, il y a un protocole sanitaire pour la réouverture des écoles maternelles élémentaires. Là, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui donc a préparé ceci. Ah, Frédéric, à l'instant, m'amène la note 24, ça va très très vite, la note 24 du secrétariat général de l'enseignement catholique. Donc, du coup, je regarde rapidement. Oui, c'est ça, il vous communique de nouveaux éléments, parce que vraiment, il y a des nouveautés en permanence, hein. Donc, qui viennent de sortir par rapport à la reprise des écoles. Donc, je regarde quelles sont les nouveautés. Voilà, donc on précise, on l'entend aussi à la radio, que les cours se dérouleront en groupe. Il y aura au maximum 15 élèves dans les classes primaires et 10 élèves maximum dans les classes maternelles. Bien. La scolarisation des élèves, donc c'est rappelé, en présentiel, repose sur le libre choix des familles. L'instruction reste obligatoire, ce qui fait que si l'élève n'est pas en présentiel, eh bien donc il doit rester en lien avec son école et avoir un enseignement à distance. Pour les enseignants, on dit que les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans l'école ou l'établissement ne sont pas astreints à l'enseignement à distance. Et les personnels importants qui ont une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19, donc il y a des listes officielles, ou qui vivent avec une personne ayant cette vulnérabilité, ne doivent pas être présents au mois de mai, au mois de juin. Ils préviennent à son l'inspecteur de l'éducation nationale ou le chef d'établissement dans des conditions prévues, qui sont prévues pour l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Voilà, donc là, je vous donne en direct les dernières informations. De toute façon, dans nos communiqués qui ont lieu chaque semaine, on va vous mettre en lien toutes ces notes. Donc, voilà, donc en principe, vous pouvez ouvrir, vous, pour la note 23, bon, qui n'est plus la dernière, le lien. Voilà, vous devrez, voilà, ça, c'est la note 23, qui est quand même très intéressante et très, très précise. Parce que voilà, on reprend un petit peu ce qu'on a dit avec Mervé sur la responsabilité civile et pénale de l'employeur. Voilà, on parle du protocole sanitaire, du nettoyage des locaux. Donc, ça vient vraiment en complément. Voilà, vous pouvez vous aider également de cette note. Et également, dernière, ce que je voulais vous montrer également, c'était la note du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse sur le protocole sanitaire, guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles élémentaires. Parce que moi, évidemment, je me positionne par rapport aux salariés au GEC. Mais je sais bien que l'école forme un tout. Il y a à la fois des enseignants et à la fois des salariés au GEC. Donc, c'est complémentaire, en fait, tout ceci. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que à partir du moment où vous mettez en place tout ce protocole, vous le mettez en place de façon officielle, eh bien, vous avez rempli votre obligation de moyens renforcés que vous avez et ça vous évite beaucoup de risques. Donc, je vais laisser la parole à Laurence maintenant, qui va vous parler des formations qui existent et que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant. Donc, Laurence, je ne sais pas si tu m'entends. Très bien. Bonjour à tous. Alors, attendez, je suis en train de partager mon écran. Alors, partager. Je ne peux pas partager le bon. Attendez, je trouve ça. Hop, celui-ci. Alors. Donc là, je vois, j'ai arrêté de partage. Qu'est-ce que je partage? Je vais partager cet écran-là. Peut-être ça a fonctionné. Là, Laurence, on l'a à l'écran. Hein.
Vous avez le Power à l'écran? On a votre PowerPoint à l'écran, oui. Ah bah, c'est parfait, bon, bah, tant mieux. C'est parce que je ne le vois pas. Peut-être que je me mette la caméra pour Non. voir. Là, on ne l'a plus. Par contre, vous l'avez enlevé. Hein. D'accord. Et là, vous le voyez? Là, c'est vous qu'on voit maintenant. Je me suis... Ah, ça suit ça. Alors, je recommence. Celui-ci. Voilà, là, on le voit. Bon. Bien, bonsoir à tous. Enfin, bonjour à tous. Donc, nous avons sélectionné quelques formations pour vous faire gagner du temps qui concernent le nettoyage, la désinfection des locaux et la mise en œuvre de protocoles en lien avec le Covid-19. Et pour ces formations, en fait, nous avons fait ces recherches notamment sur l'espace formation d'Acto. Ces formations sont à destination de deux types de publics, les responsables de services d'entretien et les agents de service, personnel en charge du nettoyage, de son organisation, de l'achat des produits et du matériel. Et puis hier m'a été transmise une formation spécifique pour les chefs d'établissement, les intendants, les responsables administratifs. Donc très rapidement, je vais faire le tour de ces 4 formations que nous avons présélectionnées. D'une part parce que ce sont des organismes qui sont référencés chez Acto, qui sont labellisés et qui sont des spécialistes du nettoyage. Et évidemment, dans les circonstances actuelles, tous ces organismes actualisent leurs programmes et les orientent sur le Covid. Les 4 formations sont finançables sur votre budget de formation continue. Si vous formez des salariés qui actuellement sont en chômage partiel, vous pouvez également bénéficier d'une prise en charge à 100%. Si vous rentrez dans une procédure de demande de remboursement, de demande de subvention sur les fonds d'urgence du FNE Formation. Ça, c'est un contact qu'il faut avoir avec la directe et avec votre Acto pour mettre en œuvre une convention et une demande de subvention. Et éventuellement, également, je rappelle ce qu'a dit à l'instant Elisabeth sur le fait que la FNOGEC travaille pour mettre en ligne des formations préfinancées. L'essentiel de ces formations, je les avais déjà citées dans les communiqués précédents. Il y a des établissements qui sont déjà rentrés en contact avec ces organismes de formation et ils se sont inscrits. Donc, j'ai présélectionné pour vous en fait 2 types de formations en fonction des modalités. Il y a les 3 premières que je vais vous présenter ont lieu en visioconférence. Donc, suivant que votre salarié est équipé en webcam, micro, bonne connexion Internet, il peut effectivement suivre facilement une visioconférence. Les groupes sont limités à 4, 8 stagiaires suivant les organismes. Ces organismes s'occupent de vous contacter préalablement pour s'assurer, déjà pour prendre date de la formation, pour organiser des groupes, et puis s'adresse ensuite aux stagiaires pour s'assurer des bonnes conditions de connexion. Donc ça, ce sont des formations en visioconférence, les 3 premières que je vais vous présenter. Et puis la suivante, la dernière, une formation en e-learning, qui remporte beaucoup de succès, qui était, comme je vais rentrer en détail tout à l'heure, qui permet en fait justement à quelqu'un qui n'a pas de webcam, de micro, qui n'est peut-être pas à l'aise en visioconférence, de suivre à son rythme une formation de 7 heures sur Internet. Donc là, c'est une inscription par téléphone auprès de l'organisme de formation que je vais vous citer. Et puis, le démarrage de la formation est libre dès l'inscription. Une petite précision, en ligne, vous allez voir que cette formation est au tarif de soit 390 €. Nous l'avons négocié pour vous à 310 €, la connexion, l'accès. Donc, première des visioconférences, dont la référence est présentée ici, référence 152 726, nettoyage et désinfection des locaux en collectivité. Elle est assurée par l'organisme CEFAC. Le contact, c'est Patrick Béor, que j'ai eu au téléphone, qui est spécialisé dans le domaine de l'hygiène depuis 25 ans. Et l'objectif donc de ces formations, c'est de maîtriser, connaître les moyens existants permettant de réaliser des opérations de nettoyage
et de désinfection performants et de les adapter à son établissement. Et savoir construire Oui, Laurette, Hélène Sayer à l'appareil. Bon, je vous appelle parce que j'ai un petit peu j'arrive pas à remplir le truc de Net Entreprise là. Bon, j'arrive à aller sur Net Entreprise, là, le problème, il est pas là. C'est que on a toujours sur la le ligne. problème du nombre d'heures effectuées. Pour Émilie, là, Émilie aura encore été en arrêt de maladie jusqu'à la fin du mois jusqu'au 30. Après, on va passer au chômage partiel. Mais j'aurais voulu savoir quel est le salaire, parce que le salaire, ils le mettent à partir. Attendez, madame, là. Vous êtes au téléphone, il faudrait couper votre micro, madame. Voilà, c'est mieux, là, on n'entend C'est bon. plus. Voilà. Donc, pour finir, cette formation-là dure 7 heures, mais elle se déroule en 2 demi-journées. Hein. C'est une formation voilà, qui se déroule de la façon suivante. 2 demi-journées de 2h30 et une demi-journée d'exercice personnel hein, qui se place entre les 2 demi-journées. Donc, formation synchrone et asynchrone avec des apports théoriques, des échanges et des études de cas. Donc, le programme est détaillé sur l'espace formation, hein, dont je rappelle que la référence est ici et que dans le Power qui vous sera adressé, vous avez également le lien vers la fiche Okaya. Donc, on voit qu'en termes de programme, on évoque bien les objectifs du nettoyage de la désinfection, on insiste sur les choix des produits, l'action des produits, les bactéricides, voilà, très orienté sur l'aspect sanitaire. Deuxième visioconférence également pour les personnels d'entretien et de ménage. Cette-ci, ATSEM notamment, la durée plus courte, durée de 3h30, qui vise à acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des protocoles de nettoyage et de désinfection pour les établissements scolaires et périscolaires. Donc là, le tarif, il est de 130 € par personne avec 8 stagiaires au maximum. On est bien en visioconférence. L'agence Concilio Formation est joignable au numéro qui vous est indiqué, c'est Karine Diminé. Ce sont également donc des gens qui sont spécialisés en hygiène hospitalière, qui sont agréés ARS. Au niveau du programme, connaître le Covid-19, les risques de transmission, des mesures de prévention, identifier les caractéristiques des locaux, revêtements et surfaces et durée de vie du virus selon les surfaces, utiliser les produits de nettoyage adaptés, s'auto-contrôler avec la responsabilisation individuelle, là, dont on parlait tout à l'heure avec Elisabeth. Et puis, cet organisme, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous conseille jusqu'à 30 jours après la session, échange mail et téléphone. Donc, vous avez un suivi. La formation est plus courte, mais vous avez un suivi dans la mise en place des mesures, mise en place de votre protocole. Troisième formation donc, que l'on m'a communiquée hier pour les chefs d'établissement, toujours ce même centre de formation, l'agence Concilio Formation. C'est la référence 158-351 chez Acto, d'une durée de 3h30 également, pour identifier les éléments matériels et techniques relatifs aux mesures de changement des pratiques, la communication, l'hygiène, la circulation, spécifiquement en établissement scolaire. Cette formation est toute nouvelle. Savoir mettre en œuvre un plan global, communication, hygiène, circulation, de limitation du virus Covid-19. Le coût est de 450 €, mais jusqu'à 3 personnes. En visioconférence, pour un même établissement, ça ne variera pas. Vous pouvez être 3 du même établissement à suivre la formation. Il vous faudra une connexion Internet, Google Meet ou Microsoft Teams en termes de moyens techniques. Et voici le programme donc, qui est présenté par le centre de formation. Donc, identifier, prioriser les éléments d'information à délivrer dans le plan de communication aux parents d'élèves, prestataires, fournisseurs. Identifier, mettre en œuvre les éléments matériels et de communication, faire appliquer les règles d'entrée et de sortie des élèves. Identifier les données relatives aux consignes sanitaires applicables aux usagers et au personnel. Définir un protocole de nettoyage et de désinfection. Identifier, quantifier les stocks de produits. Savoir assurer le réapprovisionnement. Vérifier les données relatives à la disposition matérielle des classes et des espaces de travail.
Et puis vérifier ou élaborer la conformité d'un plan de circulation, assurer la signalétique correspondante. Donc voilà pour ce programme tout nouveau, à destination donc des chefs d'établissement, intendants et responsables administratifs. Durée 3h30 chez Acto sur votre budget de formation. Et, voilà pour cet élément. Dernière formation, donc on en a vu 3 qui étaient en visioconférence. La première, je rappelle, 7 heures, les 2 suivantes, 3h30. La formation en e-learning se trouve sur Internet. On vous a mis le lien vers le programme. Elle est assurée par un organisme de formation spécialisé également donc, dans ces formations de nettoyage, d'hygiène, CRC Formation. L'objectif, donc la durée est de 7 heures. Dès que vous avez une connexion, le lien vers cette formation, vous progressez à votre rythme. Le personnel d'entretien progresse à son rythme, découvre des vidéos, des exercices, peut chatter pour poser des questions. Il est vraiment accompagné et suivi. Ce sont des formations qui remportent un certain succès actuellement auprès des collectivités, des grandes entreprises. Voilà, comprendre les enjeux de nettoyage et la désinfection des locaux, maîtriser les protocoles d'intervention, les techniques en lien avec la dangerosité du virus et du coronavirus Covid-19. Qu'est-ce que le Covid? Connaître les principes de reproduction, désinfection des locaux et mobiliers, décontamination des objets meublants, connaissance des produits, connaissance des méthodes de nettoyage et de désinfection, définition du bio-nettoyage, puis techniques d'entretien et protocole des blocs sanitaires, bureaux, locaux d'accueil, public, chantiers, si vous avez des chantiers. Donc l'avantage de cette formation, évidemment, c'est l'indépendance. Vous la démarrez dès que vous avez signé. Cette formation, elle est labellisée document FALC, facile à lire et à comprendre. Donc, il y a beaucoup de vidéos et d'affiches de ce type, comme le protocole d'organisation de la prise de poste pour l'utilisation de certains produits, ou la suivante qui est là, protocole de nettoyage, désinfection des fruits et des légumes. Donc, formation qui peut être prise en charge à la fois par votre Acto, par le Fonds national, enfin le FNE formation, et puis même les comptes personnels de formation. Donc, voilà pour les 4 formations que je souhaitais vous présenter. J'en ai terminé avec le petit diaporama qui pourra être mis en ligne pour que vous puissiez aller voir ces différentes formations, soit sur le site d'Espace Formation Ocalia, soit sur Internet. Voilà. Merci Laurence de nous avoir éclairé et en tout cas de faciliter la tâche de tout le monde, ce qui fait que les formations sont identifiées. Je veux dire, il n'y a plus qu'un, et donc certaines, j'ai bien compris, pouvaient commencer donc dès demain, dès lors bien sûr qu'on procédait aux inscriptions avec l'organisme, notamment la formation donc e-learning, donc qui peut se faire donc à son rythme, ce qui permettra à ceux qui doivent reprendre, en tout cas au premier degré, donc dès on va dire le 12, puisque le 11 donc c'est la pré-rentrée, d'avoir les personnels donc formés en vue de cela. Alors, on se rappelle, comme ça a été dit par Elisabeth et redit par Laurence, la FNOGEC à l'heure actuelle donc négocie donc des formations propre à notre secteur d'activité. Seul inconvénient pour nous, elle risque de ne pas pouvoir être suivie avant la semaine prochaine ou courant semaine prochaine. Alors évidemment, comme vous êtes obligé de rentrer en pré-rentrée lundi et puis mardi pour certains d'entre vous, forcément elles vont arriver légèrement un petit peu tard. Donc voilà, celles-ci vous permettent en tout cas tout de suite d'avoir des personnels donc formés. Je vais donc cette fois-ci repasser donc la main donc à Elisabeth qui a reçu un certain nombre donc de questions par mail. Donc je rappelle à chacun que si vous avez donc des questions et on le comprend bien, donc n'hésitez pas à les poser sur la boîte mail contact@asrec-cvl.org de manière à ce qu'on puisse en direct donc vous répondre. Et puis à la fin des questions qu'on a reçues par mail, il nous restera peut-être un petit peu de temps pour que Elisabeth et Mervé puissent vous répondre donc en direct. Voilà alors, voilà Elisabeth, je vous laisse la main. Très bien. Donc effectivement, j'ai reçu quelques questions.
Donc, on me dit, est-ce que le DUR, document unique d'évaluation des risques, doit être fait avec la commission d'hygiène et de sécurité? Bien évidemment, si vous avez plus de 50 salariés, vous avez une commission d'hygiène et de sécurité. Donc, en effet, c'est l'occasion de la réunir en urgence pour mettre en place ce plan d'action avec cette commission. D'autres personnes me disent, nous n'avons pas de CSE. Voilà, comment peut-on faire? Et ben dans ce cas-là, voilà, c'est vous-même qui faites. Si vous n'avez pas de CSE, vous êtes moins de 11 salariés, eh bien vous mettez en place vous-même les protocoles qui vous sont demandés. Éventuellement, pourquoi pas, voilà, faire ça en lien avec un ou deux salariés, voilà, qui pourront comment dire, faire prendre conscience de certains risques potentiels. Pourquoi pas. Certains me disent, est-ce que mon école peut rouvrir si le DUR, document unique d'évaluation des risques, n'est pas à jour? Donc là, franchement, un conseil, il faut vraiment le mettre à jour, mais c'est pas quelque chose d'insurmontable. On va vous proposer dans une journée ou deux un document spécifique aux établissements, et de toute façon, pour ouvrir l'école, que ce soit vis-à-vis des enseignants, des élèves ou du personnel objet, vous êtes obligé de mettre en place un protocole. Donc, ce document d'unique d'évaluation des risques, c'est ce protocole que vous mettez en place. Vous le formalisez, en fait. Donc, certains me disent, je n'ai pas de règlement intérieur. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'effectivement, tout le monde... maintenant, il faut avoir 50 salariés. C'est assez récent. Avant, c'était 20 salariés pour mettre en place un règlement intérieur. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous mettez en place la fameuse note de service dont je vous ai parlé. Voilà, c'est pour ça que je vous en ai parlé également. C'est-à-dire, voilà, vous mettez en place la note de service qui doit être affichée et voilà, et tous les documents, tout ce que vous pouvez mettre en place en l'affichant, en communiquant et en formalisant, eh bien, c'est autant de risques évités pour vous. Ça montre votre bonne volonté, vous mettez en place tous les moyens que vous avez à votre disposition pour éviter ce risque de contamination. Vous êtes dans votre rôle d'employeur. C'est très important que votre responsabilité puisse pas être mise en cause. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Donc dans ce cas-là, vous faites cette fameuse note de service et puis vous faites à ce moment-là signer cette fameuse attestation que je vous ai proposée de remise des protections ou même remise pourquoi pas de la note de service. On peut faire. L'essentiel, c'est de comprendre la finalité de chaque chose et votre imagination peut faire le reste, c'est-à-dire communiquer au maximum, formaliser. C'est vraiment important. Et puis évidemment, quand il y a des documents officiels obligatoires, comme le document unique, il faut absolument le faire pour qu'on puisse ne rien vous reprocher. Donc autrement, on me dit, voilà, j'ai deux questions un petit peu similaires. Alors on me dit un salarié. J'ai un salarié qui est considéré comme vulnérable en ALD. Quelles sont les démarches à effectuer pour son retour ou son non-retour? Eh bien, ce salarié, en fait, doit lui-même vous fournir un certificat d'isolement, en fait. C'est-à-dire que, voilà, s'il est en ALD, il doit recevoir ou doit demander à recevoir un certificat d'isolement et ça sera la preuve que lui, malheureusement, ne peut pas démarrer en présentiel dans l'immédiat. Donc, alors, soit il peut être en télétravail, puisque le télétravail, c'est aussi une solution, soit il peut pas être en télétravail. Dans ce cas-là, il faisait partie avant, je suppose, des arrêts dérogatoires. Et maintenant, on se rappelle que les arrêts dérogatoires qui étaient financés, enfin, c'était dans le cadre de la CPM, eh bien maintenant, vont aller sous l'égide de l'activité partielle. Ce sera pas le même budget qui va financer ces rémunérations, mais en tout cas, voilà, la rémunération de ce salarié va être prise en charge comme une activité partielle. Et vous compléterez certainement le salaire, puisqu'il y a toujours le maintien de salaire à 100% jusqu'à preuve du contraire. Si un salarié ne souhaite pas revenir travailler, c'est une autre question, alors que tout est mis en place concernant le protocole sanitaire, que doit-on faire? Alors, si ce salarié ne souhaite pas venir travailler, à partir du moment où les écoles réouvrent et vous mettez en place ce protocole sanitaire, il ne peut pas vous dire non, je ne veux pas travailler. Dans ces cas-là, il doit vous fournir un document. Soit il a un certificat de son médecin traitant disant que il peut pas venir travailler, que c'est trop dangereux pour lui. Dans ce cas-là, il sera peut-être en arrêt maladie, si c'est un arrêt maladie ou en activité partielle, suivant les circonstances. Soit lui-même a des enfants
et il ne souhaite pas envoyer ses enfants à l'école, ou bien l'école ne rouvre pas pour la classe de ses enfants, par exemple, eh bien, comme tout est sur la base du volontariat, eh bien, le salarié signale, il doit faire une attestation de garde d'enfants à son employeur, et dans ces cas-là, le salarié ne sera pas obligé de revenir et il sera sous l'égide de l'activité partielle. Alors c'est vrai que ça va être une reprise un peu particulière puisqu'il y a pas mal de salariés qui eux-mêmes ont des enfants qui ne pourront pas travailler. Ça peut concerner certains enseignants également. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc actuellement, il faut absolument que vous contactiez, c'est déjà fait, hein, pour chacun de vos établissements, vos salariés pour voir ce qu'ils décident de faire. Par contre, un salarié qui dit je ne veux pas travailler, j'ai peur, qui n'a aucun justificatif, eh bien, il doit venir travailler. Je veux dire, voilà, il doit vraiment venir travailler et on peut même le sanctionner s'il ne souhaite pas travailler, puisqu'on a vu que le droit de retrait n'était pas possible à partir du moment où vous avez mis en place tout ce protocole, qui est vraiment important. À partir du moment où vous mettez en place tous ces gestes barrières, ces protections, des formations, etc., vous assurez que l'établissement est bien nettoyé, eh bien, voilà, le salarié est tenu de venir, sauf s'il a un certificat d'isolement, une attestation de garde d'enfant, voilà, autrement, il n'y a pas tellement, ou un arrêt maladie habituel et tout simple. Alors, autrement, oui, ça fait penser que je vous ai pas parlé tout à l'heure. Il sera important quand vous allez accueillir vos salariés, peut-être qu'il y a un temps de parole, parce qu'on commence à évoquer des risques psychologiques finalement, des personnes qui ont mal vécu le confinement, ou des personnes qui sont un peu apeurées ou en état de peur face à tout ce qu'on entend dans les médias. C'est vrai qu'on regorge d'informations. Donc les salariés, en effet, peuvent avoir peur de reprendre leur travail. Donc voilà, il faut. Moi, je pense personnellement que voilà, au moment de la reprise du travail, mais il faut certainement, si vous vous réunissez avec vos salariés, il faut vous réunir avec des règles de distanciation, mais il faut vraiment évoquer avec eux cette reprise et les rassurer avec les protocoles que vous mettez en place et ne pas hésiter à ce que chacun dialogue un peu, fasse peur de ses peurs, de la façon dont il a vécu le confinement, voilà, parce qu'on commence à évoquer, et on en reparlera certainement, des risques psychologiques et liés donc à ce Covid-19. Donc, faut pas, voilà, il faut les prendre en considération également. Voilà, donc on me dit dans une autre question, voilà, donc il y a un salarié qui ne veut pas reprendre son travail parce qu'il n'a pas d'abonnement de train jusqu'à fin mai. Bon, alors là, c'est un peu du cas par cas. En principe, le salarié est tenu, donc je vous disais, sauf s'il a un certificat d'isolement, une attestation de garde d'enfant, de venir travailler. Bon, là, franchement, c'est du cas par cas, régler ça un peu au mieux, dialoguer avec lui, voir s'il n'y a pas quelque chose autre qui l'empêche de venir travailler. Alors, a priori, il était quand même en télétravail avant. Donc, pourquoi pas lui proposer de rester en télétravail. Je suis en train de regarder la suite des questions. On y a répondu. Là, on me parle d'un centre de formation. Des formateurs des CFA sont des personnels au GEC. Peut-on reprendre les cours en présentiel pour notre CFA le 11 mai? Donc là, c'est à voir, je pense, avec l'administration. Parce que souvent, il y a un financement particulier. Je sais que des CFA, j'ai eu des personnes qui s'occupaient de CFA, ils me disaient que leur centre de formation était fermé parce qu'il y avait le préfet qui avait demandé la fermeture. Alors, ça dépendra un peu des CFA et je pense que c'est sur un autre registre. Effectivement, ils dépendent des écoles. Et enfin, ils font des enseignements, mais il y a peut-être d'autres spécificités. Donc, à voir. Alors, attendez, je regarde si j'ai pas oublié d'autres questions. Donc, Madeleine vient d'amener des nouvelles. Je n'ai pas de DUR, comment je peux faire? Bon, bah, écoutez, franchement, il faut vraiment en avoir un. Donc, nous, on en avait parlé dans les newsletters de la SREC. Je crois que assez récemment, on en avait reparlé, peut-être au mois de novembre ou décembre. On avait mis en lien un lien avec la Mutuelle Saint-Christophe qui proposait un document très simple de document unique, qui était très simple à remplir. Essayer de vite en faire un et surtout de faire cette annexe qui doit être vraiment mise en ligne et que la FNEGEC va vous proposer pour la rentrée. Est-il obligatoire de désinfecter l'établissement pour son ouverture? Donc ça dépend si vous avez accueilli des enfants de personnel de santé, je pense que oui. Et j'avoue, j'en sais trop rien. Mais de toute façon, c'est sûr, c'est mieux de procéder à un nettoyage, ne serait-ce que pour assurer tout le monde.
en fait. Alors, désinfection, c'est peut-être un grand mot. Là, j'avoue que je ne sais pas. Si vous Moi, je avez peux comme vous- des je peux interrogations, vous je veux répondre. bien. Je peux Oui, vous répondre. La avec désinfection, plaisir. la Oui, désinfection est obligatoire si, dans les salles où on a accueilli des enfants de soignants. Une voilà, c'est ce que. désinfection totale. Dans le protocole, c'est marqué, hein. Très bien, Voilà. bah, merci beaucoup. Justement, De- voilà, c'est ce que je me disais. Je me disais, si on accueillit des enfants de personnel de santé, effectivement, ça me semble logique. Après ça, si l'établissement a été totalement fermé, on dit que le microbe ne résiste pas à 4 jours s'il est sur des surfaces. D'accord, bah, merci beaucoup de cette précision. Un établissement n'aura aucun salarié car tous vulnérables ou à risque. Puis-je rouvrir l'école? Bon, c'est sûr que c'est un peu problématique. Alors, la personne qui m'envoie ça s'occupe de petits établissements. Bah, c'est un vrai souci pour le chef d'établissement. Alors, tout salarié, est-ce que c'est des enseignants également? C'est sûr que s'il n'y a ni enseignants ni personnel au GEC, autant attendre peut-être le 1er juin. S'il n'y a aucun salarié au GEC, eh bien, ça sera un peu du cas par cas, éventuellement embaucher des CDD, mais ça peut coûter très cher. Bon, que la personne n'hésite pas à revenir vers moi et qu'on étudie ensemble la question concrète. Non, c'est effectivement Elisabeth. Oui, oui, Frédéric, oui. C'est effectivement que des salariés. D'accord. Donc les enseignants sont là, mais aucun salarié. Oui. Mais alors ce matin, on avait une réunion avec le collège employeur, donc il disait qu'on pouvait embaucher des personnes en CDD en mettant peut-être plus surcroît temporaire d'ailleurs que remplacement d'un salarié absent, parce que pour l'instant, on n'a pas forcément d'indication comme motif. Mais voilà, mais alors c'est vrai que ça peut coûter cher à l'établissement. Si d'un côté, il faut maintenir un salaire à 100%, de l'autre, embaucher un CDD, mais en même temps, il n'y a pas tellement de solution. À moins que les enseignants qui auront moins d'élèves puissent s'occuper eux-mêmes des élèves. Voilà. Après ça dépend si les familles remettent leurs enfants, si tous les enseignants sont présents. Oui. Enfin, c'est vrai que là, à partir du 11 mai jusqu'au 1er juin, ça va être un petit peu bâtard, entre guillemets, comme rentrée. Hein. Ça sera une rentrée en dents de scie pour chaque établissement et voilà, chacun aura des problématiques particulières et il faut faire au mieux, en fait. D'accord. Et je viens de te renvoyer une autre question sur les plages horaires aussi. D'accord. Alors, je poursuis rapidement les questions. Oui, alors, si l'un employé est à risque ou son conjoint, voilà, bah, s'il a risque, de toute façon, il va fournir un certificat d'isolement. S'il a un conjoint à risque, même chose, il aura un document à fournir. C'est vraiment important. Oui, voilà, si on a un conjoint et que le conjoint n'a vraiment pas attrapé le Covid, il y a des certificats qui sont prévus et il faut le demander. Hein. Il faut demander. On peut pas. Si un salarié vous dit je peux pas venir, j'ai un conjoint à risque, il faut demander un document officiel. Alors, si on a un salarié en arrêt de procédure dérogatoire depuis le 17 mars, qui revient travailler le 11 mai, doit-il fournir un certificat de son médecin? Alors, ça dépend quel est l'arrêt dérogatoire, si c'est garde d'enfant, non. Si effectivement il est dans la procédure des personnes vulnérables, là oui, parce qu'en principe, il ne devrait pas pouvoir revenir, pour moi. Le relevé de température, en fait, je crois qu'il n'est pas obligatoire, d'après ce que j'avais lu. Bon, vous me dites, hein, parce que vous avez forcément d'autres infos. Alors, hein. moi, je peux vous répondre à nouveau. Ou alors, dites-moi. La prise de température, elle doit être faite par les parents avant l'arrivée en classe. Et après, on n'a pas besoin de le refaire, sauf si il y a un cas qui se déclare. Voilà, exactement. Oui, là, c'est pour les enfants. Mais pour le personnel au GEC, non. Donc, voilà. À partir de quel symptôme doit-on préconiser une visite médicale? Bon, là, je vois pas très bien la question, pour tout dire. Alors, imaginez que vous ayez un salarié, justement, qui avait un arrêt dérogatoire, je repense à la question précédente, qui veut revenir travailler. N'hésitez pas à ce moment-là, s'il vous donne pas de documents, mais vous avez des doutes sur en vous disant avant, il était personne vulnérable, pourquoi est-ce qu'il veut revenir travailler? Dans ce cas-là, mon conseil, c'est d'appeler le médecin du travail et lui expliquer que ce salarié est en arrêt dérogatoire parce qu'il était considéré comme une personne vulnérable, que là, il souhaite revenir et vous avez peur de le faire revenir, alors qu'en fait, c'est peut-être le salarié qui vous donne pas son certificat d'isolement. Donc, si vous avez un doute, demandez au médecin du travail un rendez-vous, surtout qu'en ce moment, ils ont moins de travail puisque pas mal de procédures ont été suspendues. Et surtout, faites un petit mail, si vous avez le médecin au téléphone, faites un petit mail confirmant votre conversation afin d'avoir la preuve que vous avez demandé une visite auprès de la médecine du travail. Parce que si un salarié a risque, revenez travailler alors que parce qu'il a envie, en fait, tout simplement, hein, de travailler, eh bien, attraper le Covid,
eh bien, ça sera un peu voilà, votre responsabilité pour être engagé. Parce que on pourrait montrer que vous aviez connaissance qu'il était à risque, puisqu'il était enregistré comme personne vulnérable précédemment. Donc voilà, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre le médecin du travail dans la boucle. Alors, si un salarié est d'accord, pouvons-nous modifier son pourcentage de tâches? Alors, ce que nous disait Jean-René Lemeur, qui est responsable juridique de la FNOJEC tout à l'heure, lors d'une réunion, il nous disait que voilà, il fallait pas contractualiser ces tâches qui vont peut-être changer dans l'immédiat, dans le cadre de la reprise. Effectivement, tout le monde sera peut-être amené à faire un petit peu de ménage, à aider à une désinfection de locaux, etc. Jean-René pensait qu'il fallait pas le contractualiser, pas faire un avenant ou un changement de fonction, simplement dire aux salariés, bah, écoutez, voilà, vous allez faire telle chose et telle chose. À partir du moment où c'est bien présenté, tout le monde y mettra certainement du sien, et c'est quelque chose de complètement temporaire. Donc, si on met dans le contrat de travail, ça sera trop, c'est un peu à risque aussi. C'est vrai que c'est jamais simple, le droit social. Voilà, oui, donc voilà, donc on disait ce qu'on peut faire venir travailler une personne fragile contre des charges. Moi, je pense que c'est si elle est vraiment en LD, moi, franchement, faites intervenir le médecin du travail. Voilà, il faut pas prendre de risques. Moi, j'ai une personne comme ça qui voulait le faire et il y a je l'ai fait signaler par un médecin. Alors, c'est pas le médecin du travail qui a certifié que la personne était apte à prendre son travail, voilà, qu'elle était autorisée à reprendre son travail, même si c'était une personne vulnérable. Bon, bah dans ce cas-là, moi, j'enverrai ce document quand même à la médecine du travail. Quand même, en plus, on prend jamais assez de précautions. Vous pouvez l'envoyer en mail en mettant ça en pièce jointe, en demandant l'avis du médecin du travail. C'est son rôle, il est là pour ça, et aussi bien l'employeur que le salarié peut le solliciter. Donc franchement, moi j'enverrai ça quand même au médecin du travail, ne serait-ce que pour ouvrir le parapluie. Voilà, on est toujours voilà, vous devez éviter les risques, vous avez des obligations en tant qu'employeur, vous devez éviter les risques, vous prenez un maximum de précautions. Peut-on faire des attestations pour des parents qui font le choix de ne pas remettre leurs enfants? Bah, c'est les parents qui, eux, vous donnent une attestation. Ah oui, vous, en tant qu'employeur de salariés, qui travaillent ailleurs, hein, d'ailleurs, qui ont des enfants. Non, ça sera le parent, je pense, qui doit faire son attestation disant que il n'a pas de garde d'enfant, en fait, même s'il souhaite pas remettre son enfant à l'école. Alors, certificat d'isolement est à demander à qui? Ça, c'est le salarié qui le demande, en fait. Sinon, s'il est en ALD, je connais pas bien la procédure, mais en principe, il doit pouvoir le demander. Peut-être même à son médecin traitant, ou je pense que c'est plutôt prévu par la CPM. Donc, il y a d'autres questions. Des personnes bénévoles peuvent remplacer les salariés absents. Donc là, c'est vraiment problématique. Il faudrait que ce soit complètement temporaire, et parce que, je veux dire, il ne faudra pas que cette personne bénévole se soit considérée par l'inspection du travail comme un travail dissimulé. C'est le risque. C'est le travail au noir, tout simplement. Donc, si les personnes bénévoles viennent, voilà, il faut pas qu'il y ait lien de subordination par rapport à l'employeur. Il faut qu'elles viennent de façon très temporaire. Pourquoi pas faire il existe des documents je trouve plus le nom, une convention de bénévolat, voilà, que France Bénévolat a mis en ligne. Dans ce cas-là, contactez-nous, on vous fera parvenir cette convention de bénévolat, mais ce sont pas des salariés, ça doit être vraiment temporaire, ils doivent pas être là tout le temps, et remplacer un salarié, franchement, il y a des risques. Mais bon, si ça permet d'ouvrir une petite école en étant présent, des parents sont là 1 heure ou 2, pourquoi pas. Mais il faut être très prudent, très très prudent. Un personnel d'accueil peut-il faire du ménage? Oui, c'est un peu la question de tout à l'heure. Oui, forcément, au démarrage, tout le monde va aider voilà, ça sera pas formalisé dans le contrat, mais tout le monde va aider à ce que la reprise se fasse bien et aider au protocole sanitaire. Alors, attendez, je lis les questions vraiment au fur et à mesure, hein, je suis désolée. Bon, là, j'ai un petit peu répondu parce qu'on parlait de personnel qui refuserait de venir travailler. Personnel à risque, on en a parlé, doivent garder leurs enfants. Voilà, donc je pense avoir répondu aux questions. Voilà, alors si on n'a pas fait de demande d'activité partielle auprès de la directe et qu'on a des personnes qui sont soit vulnérables, soit qui gardent leurs enfants,
ces personnes qui, jusqu'à les arrêts dérogatoires, jusqu'à présent, étaient, c'était auprès de la CPM, qu'il y avait ces arrêts dérogatoires. Donc, à partir du 1er mai, on en a déjà parlé dans nos communiqués, il y a une bascule vers le régime de l'activité partielle. Donc, oui, les établissements ont jusqu'au 31 mai pour déclarer ses salariés auprès de la directe, mais ça sera un fléchage particulier. C'est pas pour raison économique ou de baisse de recettes, c'est uniquement dans le cadre des arrêts dérogatoires. Donc, je suis pas sûre que pour l'instant l'interface de la directe soit mise à jour, soit actualisée et que l'on puisse actuellement faire cette demande. En tout cas, on a jusqu'au 31 mai et bien entendu, on va vous guider pour effectuer ces démarches. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu étant donné qu'ils seront à son reste sous l'égide de l'activité partielle, tout le monde commence à se poser des questions en se disant, d'accord, ces personnes qui étaient en arrêt dérogatoire, c'était parce soit elles étaient vulnérables, soit elles avaient des problèmes de garde d'enfants, elles étaient obligées de rester chez elles. Et maintenant, elles vont aller sous l'activité partielle. Est-ce qu'à un moment ou un autre, dans 1 an ou 2, si la directe effectue des contrôles, elle ne pourra pas nous dire, vous avez fait appel à l'activité partielle et ces salariés sont financés par le forfait. C'est vrai que c'est un vrai souci qui est évoqué actuellement par le collège employeur qui réfléchit à ça. Mais en même temps, le fléchage est différent puisque c'est dans le cadre voilà, c'est pour des salariés qui ont soit un souci de santé, soit un problème de garde d'enfants et c'était prévu par le gouvernement qui avait mis en place ces arrêts dérogatoires. Donc, c'est le gouvernement qui souhaite que ça pèse pas sur le budget de la CPM, mais sur le budget de l'activité partielle. Donc voilà, est-ce qu'on peut rendre l'établissement responsable de ça? La question est là et tout le monde y réfléchit. Et tout le monde n'est pas d'accord, pour tout dire. Alors, on parlait d'un contrat aidé qui doit garder ses enfants. Alors, c'est vrai que souvent, les contrats aidés, pour l'instant, on a préféré beaucoup d'établissements ont préféré continuer à les rémunérer, même s'ils n'avaient pas travaillé, parce qu'il y avait déjà une aide de l'État. C'était beaucoup plus facile. Et puis, souvent, leur activité n'était pas éligible à l'activité partielle et peut-être que 2-3 heures qui étaient considérées comme extrascolaires dans ce qu'ils faisaient dans une journée. Donc là, s'ils ont un problème de garde d'enfants, est-ce qu'on ne les mettrait pas en activité partielle? Dans ce contexte, dans ce que je vous disais tout à l'heure, passer à l'activité partielle, moi, je conserverais peut-être l'aide du contrat, sachant que de toute façon, c'est pour 3 semaines. Hein, parce que dans 3 semaines, tout le monde est censé reprendre les écoles sont toutes ouvertes et on est tous censés reprendre notre travail. Il y aura plus de problème de garde d'enfants. Bon, Madeleine me souffle qu'elle est d'accord avec moi et que autant garder les aides du contrat aidé. Voilà. Ah oui, alors on dit qu'un salarié fait du ménage tard le soir jusqu'à 19h30. À quelle heure peut-il revenir le lendemain matin? Donc, sachez que là, c'est le code du travail habituel, c'est-à-dire qu'on doit avoir 11 heures de repos entre une fin de travail et un début de travail le lendemain. Donc là, la personne a largement 11 heures pour se reposer. Peut-on mettre en place une garderie avec un personnel OGEC pour garder les enfants des professeurs qui enseignent? Bah, écoutez, pourquoi pas? Effectivement, j'avais lu ça quelque part, que c'était une possibilité. Donc là, bon, là, c'est moi qui extrapole un peu, mais c'est un souvenir voilà, des écoles qui disaient qu'ils allaient mettre en garde une petite garderie pour les enfants des enseignants. Bon, alors, dans ce cas, recontactez-moi pour voir comment mettre ça en place. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et on verra ensemble comment organiser ce système. Et tout ça, c'est temporaire, hein, puisque en principe, dès que les écoles ont vraiment repris, tout sera, voilà, le fonctionnement sera normal. Alors, j'ai une question à propos d'un service civique. J'avoue que j'ai pas la réponse comme ça. Écoutez, j'ai le nom de la personne qui a écrit, je répondrai directement. Oui, alors on me dit, est-ce que c'est possible de sûrement placer un protocole interne à l'établissement, le mettre en format papier, le faire signer par tout le monde? Oui, c'est tout à fait ce que je vous ai dit en vous proposant, moi je trouve que c'est très très bien de faire ça, en vous proposant la fameuse l'attestation de remise et protection. Ça peut être attestation du protocole sanitaire en fait. Hein, voilà, comme ça on fait signer tout le monde et tout le monde l'a vu, ça fait partie de la communication qui doit être mise en place. Voilà. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un voilà, qui refuse de modifier ses tâches
Alors, c'est sûr que si on contractualise pas, on peut pas vraiment l'obliger. C'est un peu de la gestion des ressources humaines, hein. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Soit vous le contractualisez, mais ça risque de poser des questions parce que peut-être qu'il est dans des strates supérieures. Si vous lui demandez de faire des ménages et que ça correspond à une fonction qui est en strate 1, c'est sûr qu'à ce moment-là, si c'est contractualisé, eh bien, ah oui, donc du coup, attendez, j'ai une réponse pour le service civique. Voilà, Elsa me dit qu'elle attend justement la position de l'AFNOJAC à ce sujet-là. Excusez-moi. Bon, là, franchement, c'est la gestion des ressources humaines et j'ai pas de réponse précise pour la personne qui refuse de faire autre chose que ses fonctions habituelles. En même temps, on est en état de guerre, comme dirait Macron, notre président. Donc voilà, dans un état de guerre, voilà, il faut aussi motiver les salariés pour que chacun y mette du sien. Certains reviennent travailler alors qu'ils ont été payés, ils n'ont pas travaillé du tout ils n'ont pas pu être en télétravail, ils n'avaient pas de problème de garde d'enfants, ils sont pas personnes vulnérables, ils ont été rémunérés pendant toute une période sans venir travailler. Donc on peut essayer de les motiver en leur disant que voilà, on a maintenu leur rémunération, tout le monde ne sera pas en France, n'aura pas cette chance. Donc voilà, chacun peut y mettre du sien dans cet état de crise. Voilà, je pense qu'aussi on peut aborder le sujet de cette manière. Voilà, c'est à vous aussi de rassurer les salariés, mais en même temps les dynamiser. Ça fait partie de votre rôle d'employeur, les dynamiser pour cette reprise, bien dire qu'on est en état de crise, chacun doit y mettre du sien. Ça fait partie d'un effort qui est collectif et national. Alors, changer les horaires des employés, ça c'est plus délicat, puisque voilà, ils sont payés pour un lissage qui est prévu. Actuellement, si vous avez besoin d'heures complémentaires, vous pouvez vite, on en avait parlé, vite les mettre. Vous avez un délai d'1 jour franc pour les mettre actuellement 0 heure, pour avoir quelques heures complémentaires que vous leur ferez faire après, c'est changer leur planning. Il vous reste peu de temps avant le 11 mai. C'est une possibilité. On vous a expliqué dans les communiqués comment faire. Et les questions et réponses du collège employeur sont très claires à ce sujet. Alors, faut-il proscrire l'usage des gants? Bon, là, écoutez, franchement, c'est du cas par cas et à voir ce que vous allez prévoir dans votre protocole. Et en suivant, je pense, les formations que l'AFNOJAC ou que Laurence vous propose, Laurence Fleury, voilà, là, tout sera expliqué clairement. Alors oui, on me demande un modèle d'attestation que les parents demanderont si on peut pas accueillir leur enfant. Effectivement, ils peuvent en avoir besoin pour leur employeur. Donc ça, c'est une bonne... je garde ça sous le coude, en effet, et j'y répondrai. Et on va demander à l'AFNOJAC. Et j'ai pas d'autres questions pour l'instant, Frédéric. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions donc, par mail, peut-être quelques-uns veulent les poser en direct. Donc je vous propose de vous signaler et les poser directement donc Elisabeth. Bon. Oui, bonjour, Marie-Christine Renaud. Concernant une salariée qui souhaite garder ses enfants pour ne pas revenir dans l'établissement, si on pense que le conjoint ne travaille pas, comment l'obliger à revenir quand même? Bah alors, en principe, au moment où elle avait un arrêt dérogatoire auprès de la CPAM, et là, elle devra avoir, elle a dû certifier sur l'honneur qu'elle n'avait pas d'autre mode de garde. Donc là, ça va être la même chose. Si elle vous dit, voilà, moi, je veux garder mes enfants, elle doit certifier sur l'honneur que personne n'est à la maison. Voilà, si elle a un conjoint qui est en télétravail ou un conjoint, vous savez, qui ne travaille pas, ça veut dire que il est délicat pour. Enfin, je veux dire, quand elle certifie sur l'honneur que sa déclaration est exacte, elle sera pas exacte. Donc, faut vraiment lui faire prendre conscience que c'est un engagement de sa part. Et ouais, donc pour moi, c'est très ennuyeux. Elle doit pouvoir revenir travailler. Donc, dans ce cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je verrai avec l'AFNOJAC quels sont les moyens que on peut mettre en œuvre par rapport à ce salarié. Parce qu'effectivement, voilà, une attestation sur l'honneur, c'est important. Il peut y avoir des contrôles de l'administration. On peut lui faire peur un petit peu en disant que voilà, si elle certifie sur l'honneur qu'il n'y a personne pour les garder, eh bien attention, il y a des contrôles, voilà, qui pourront peut-être être demandés même de la part de l'employeur. Merci. Raphaël de Malraux, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Bonjour madame.
Moi, je parlais de réaménager des horaires, hein, pas d'augmenter, de changer des ATSEM qui vont avoir très peu de travail en maternelle, qui vont faire plus de ménage, de leur changer leur planning horaire. Est-ce que Oui, c'est donc possible? le changement de planning est possible, hein, c'est prévu d'ailleurs par les contrats de travail. De toute façon, il faut les prévenir un petit peu en avance. Vous regardez dans leur contrat, c'est soit 7 jours ou bien 10 jours. Oui. Et dans ce cas-là, vous leur donnez un nouveau planning. Vous gardez bien le premier, évidemment. Vous leur donnez un nouveau planning qu'ils doivent signer. Vous-même, vous le signez. Bon, et vous voyez avec elles, voilà, parce que certaines auront peut-être d'autres impératifs. Si elles sont à temps partiel, elles peuvent avoir un autre employeur. Ce sont des Donc, contrats aidés. Ce sont des contrats aidés. comment? Ah, ce sont des Ce contrats sont des aidés. contrats aidés. D'accord, oui, ça peut être la même chose, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir d'autres impératifs. Alors, c'est pas un autre emploi, effectivement. Mais dans ce cas-là, prévenez aussi puisque c'est un contrat tripartite, des contrats aidés. Donc, prévenez aussi Pôle emploi ou bien l'organisme avec lequel vous avez signé la convention, en fait, PEC. Donc, avertissez déjà dans un premier temps le Pôle emploi et prévenez-le. Et puis, vous voyez ça avec les salariés. Et j'ai une Mais revenez personne vers moi, je vous répondrai plus précisément encore. Il y a une personne en affection longue durée qui veut mordicus revenir travailler, que j'ai envoyé à l'inspection à la médecine du travail. Oui. Je n'ai aucun retour. Et Écoutez, faites un petit mail, vraiment gardez une trace. Moi, je trouve ça embêtant. Comment est-ce que vous savez qu'elle est, parce qu'elle s'était mise elle-même comment dire, elle avait elle-même actionné le levier des personnes vulnérables, l'arrêt dérogatoire, ou vous le savez juste comme ça? Elle n'est pas, c'est une employée de restauration, donc j'ai maintenu son salaire au mois de. Mais elle a d'autres employeurs. Elle a été arrêtée pour Covid-19. Elle a repris, paraît-il, pour la DMR, pour son autre employeur. Et moi, j'ai dit que je voulais qu'elle passe par la médecine du travail. Et j'ai un mail de la médecine du travail disant qu'ils l'ont convoquée, mais j'ai aucun retour. Ah, écoutez, recontactez la médecine du travail en disant que c'est extrêmement urgent si vous souhaitez qu'elle reprenne son travail. Enfin, elle veut reprendre elle-même et. Est-ce que la médecine du travail doit nous donner un compte rendu? Parce que, en fait. Écoutez, oui, parce que c'est pour savoir si elle peut travailler ou pas. Donc, elle doit à partir du moment où c'est une demande c'est une demande de visite à l'amende de l'employeur, donc forcément, ils reviennent vers vous, puisque vous avez une interrogation. Ils vont pas vous donner l'état, il y a le secret médical. Donc, oui, évidemment, ils vont pas vous dire ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas, mais ils vont vous dire si elle est apte à bien revenir. D'accord. Donc, j'ai le droit de leur poser la question. Ah, oui, tout à fait. Vous leur dites, voilà, est-ce que ma salariée est apte à venir travailler malgré le Covid-19? Merci. Je vous en prie. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je vous pose une question. J'aimerais qu'on revienne sur un peu la notion de la distinction entre le nettoyage et la désinfection des établissements. Ce qui concerne le nettoyage, on est bien capable de le faire. Ce qui concerne la désinfection, c'est beaucoup plus complexe et ça amène une charge de travail très importante où nos établissements ne sont pas en capacité de l'effectuer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, donc, ce que disait une personne qui est intervenue tout à l'heure, en principe, la désinfection, ça serait plus pour les établissements qui ont accueilli des enfants de personnel soignant. Alors, autrement, là, je suis en train de prendre le document. Parce que quand on lit le protocole attentivement, il est bien spécifié qu'on est obligé de le faire tous les jours, tous les soirs. Voilà, alors quand ils disent vraiment désinfection, parce que là, je vois assurer le nettoyage, désinfection des locaux et matériels. Je regarde, hein. Je suis en train de lire. En fait, Elisabeth, je pense qu'il faut distinguer ménage approfondi et désinfection. Et c'est vrai que là, c'est pas clair pour moi. Ouais. Je suis en train de regarder le protocole sanitaire pour les écoles maternelles et élémentaires, le document du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Voilà, on dit que le nettoyage peut être combiné en utilisant un produit détergent désinfectant conforme à une norme, EN 144/76. Et en l'absence de désinfectant virucide, il y a une autre. Oui, c'est ça. A priori, ça serait faire le ménage avec un produit qui correspond. Oui, mais ça, c'est dans la notion, c'est dans le cadre du nettoyage. Mais le chapitre désinfection, c'est pas du tout ça.
Alors, pour information, nous, on a fait faire un devis parce qu'on a une société de Oui, nettoyage qui nettoie nos établissements. oui. Pour nettoyer 4500 mètres carrés, ils nous demandent quand même 15 000 euros. Ah oui, effectivement, c'est un peu hallucinant. Non, moi, je pense pas, hein. Moi, ce que je lis actuellement, là, je suis sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je vois à chaque fois nettoyer, désinfecter. J'ai l'impression qu'ils… Moi, si je peux me permettre, Oui, voilà, parce que je pense que je suis pas au point. j'ai eu des échanges auprès des différents organismes. Alors, je ne sais plus lequel, je crois que c'était peut-être Monsieur Béor, qui évoque notamment l'importance de ces produits désinfectants et pas uniquement nettoyants, et que parfois il suffit de savoir utiliser, il insiste particulièrement notamment sur l'eau de Javel, qui est le premier virucide. Et dans ses protocoles qu'il met en avant dans sa formation, il évoque des conseils sanitaires pour l'utilisation d'eau de Javel. Et l'eau de Javel, tout simplement, pourquoi? Parce que très bon marché et très efficace en matière de virucides. Donc, n'hésitez pas, moi, je les ai eus très facilement au téléphone, hein, les trois organismes, les trois organismes de formation que j'ai cités, vous avez des numéros de téléphone. Voilà, posez des questions. Il suffit peut-être tout simplement, effectivement, de bien former son personnel à l'utilisation de ces deux étapes. Elles sont bien distinctes l'une de l'autre, le nettoyage et la désinfection. Ok, merci. Oui. Et puis sur le fameux document que je vous ai mis, ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, là, page 15, c'est ce que je vous lisais, il y a une fiche thématique sur nettoyage et désinfection, voilà. Et je rebondis sur ce que dit Laurence. Effectivement, voilà, on parle de l'eau de Javel et on parle des virucides et des normes de ce qu'on doit utiliser. Et voilà, on donne quelques conseils de nettoyage et désinfection. Voilà. Donc, Écoutez, en conclusion, faisons simple et agissons, quoi. exactement. Voilà, vous pouvez prouver que vous avez bien utilisé tel produit qui est un virucide. Et voilà, je vous dis, c'est page 15, il y a une petite fiche là-dessus. Protocole sanitaire, fiche thématique, nettoyage et désinfection. Merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous arrivons donc à la fin de l'intervention d'Elisabeth, Laurence, Mervé, que je remercie donc au passage. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Une petite question personnelle. Oui. Si on a un salarié à temps partiel qui a été confiné depuis le 16 mars, on n'entend plus. Allô? Est-ce qu'on peut lui demander d'augmenter son temps de travail en compensation du temps qu'elle n'a pas fait et à un taux horaire normal? Écoutez, nous, on peut pas demander une augmentation du temps de travail. Elle reprend son temps de travail normal, sauf ce que je vous disais, la mettre vite en 0 heure. On peut le faire, on a un délai d'1 jour franc pour la mettre en 0 heure, et on peut la mettre 10 jours à 0 heure. Et là, les heures qu'elle n'a pas faites, puisqu'elle était en 0 heure, on peut les reporter ultérieurement. Autrement, non. On peut pas demander un rattrapage des heures. Mais ces jours en 0 heure C'est-à-dire totalise un total d'heures qu'on ne peut pas reporter sur des journées qu'elle travaille déjà à temps partiel? Si, vous pouvez augmenter. Par exemple, si cette semaine, la semaine prochaine ou cette semaine, elle devait faire, admettons, 28 heures, eh ben, ça fera un volume de 28 heures que vous reportez ultérieurement, de façon précise sur le calendrier. Pourquoi pas, vous avez besoin d'elle plus longtemps au mois de juillet, vous lui mettez une semaine supplémentaire de travail au mois de juillet parce qu'elle aura fait des heures avant. Alors attention, si elle a temps partiel, il faut pas la faire travailler plus de 34 heures 50 par semaine, parce qu'au-delà, elle pourrait dire qu'elle est à temps plein. Si elle travaille plus de 35 heures, elle pourrait dire qu'elle est à temps plein. Donc voilà, ça vous fait un petit vivier. 10 jours, c'est quand même assez long. 10 jours. Donc ça vous fait un petit vivier d'heures. C'est une semaine et demie finalement, ou presque 2. Donc ça vous fait un petit vivier d'heures que vous reportez. Si vous m'envoyez un mail aujourd'hui, par exemple. Oui, il y a un petit Ah oui, on est nombreux. Merci. Je vous en prie. Dans 8 minutes. Est-ce qu'il y a une autre question avant que je conclue? Non. Bon, de toute façon, s'il y a des questions, vous en aurez plein d'autres. De toute façon, on vit une grande aventure en ce moment. Il faut bien le prendre comme ça. N'hésitez pas à les poser donc sur la boîte, encore une fois, contact. De toute façon, donc Elisabeth, Mervé et toute l'équipe donc y répondront les unes après les autres. Quand on n'a pas les réponses, nous retournons vers l'Astogec, qui ne les a pas non plus, qui les recherche aussi donc de son côté, qui parfois peut prendre un petit peu de temps, mais tout le monde le comprend bien. Donc en tout cas, merci à tous, merci aux intervenantes que j'ai écoutées, j'espère attentivement, et j'ai bien compris aussi qu'Elisabeth en avait du travail pour notre propre structure, ce sur quoi on a commencé.
Oui, tout à fait. Encore une fois, à chacun, ce sont vos établissements qui vont décider donc de l'ouverture donc de l'établissement. Charge à eux de s'appuyer sur les éclairages qu'on a donnés, qui ne doivent pas mettre en panique, qui sont même, je pense, un peu rassurants, notamment l'intervention de Hervé. Il suffira donc pour vous de définir, voir si les clignotants donc importants tels qu'ils ont été décrits seront bien respectés. S'ils sont respectés, je pense que vous êtes donc en mesure d'ouvrir donc pour la suite. Eh bien, écoutez, à une prochaine visio. L'actualité nous réserve sans doute encore quelques surprises à venir et sans doute aussi quelques rencontres. C'est une belle occasion pour ça. À très bientôt. Au revoir.